Bonjour le chat, bonjour Eric. Oui, nous avons lancé à l'heure. Une fois n'est pas coutume. Oui, effectivement. Bonjour à tous. Du coup, on va attaquer Georges est pris par d'autres tâches, pas forcément passionnantes, mais il est un peu pris. Donc, il nous a laissé les clés du camion. Donc, on va se lâcher. Non, on va pas se lâcher tant que ça. On va faire les choses très sérieusement. Aujourd'hui, donc, on va aborder différents petits sujets en revue de presse, peut-être traités d'une manière plus rapide, mais néanmoins des sujets qui nous semblent un peu emblématiques. Et nous recevrons aussi un invité qui nous parlera de au moins 3 sujets et qui a peut-être vocation à intervenir sur des sujets qu'on évoquera d'ailleurs, qui est Philippe Comte, euh, notre ami Philippe Comte, qui est très actif sur Twitter et toujours très truculent dans ce cadre. Voilà. Donc Donc on va Philippe, commencer par le premier oui. sujet. Mhm. Et Ouais, Philippe, on va vas-y. commencer par un sujet malheureusement très simple et destructeur pour des familles qui peuvent tomber dedans. Le paracétamol challenge. Donc c'est un challenge que l'on retrouve sur les réseaux sociaux, principalement TikTok, qui touche principalement les collégiens. C'est un challenge absolument mortel dans lequel les enfants s'amusent à prendre le plus de Doliprane, paracétamol, vous appelez la molécule comme vous voulez, la marque comme vous voulez, un maximum, en prendre un maximum, sachant que la limite pour une personne adulte étant de 4 grammes par jour, c'est-à-dire 4 comprimés. Pour un enfant, on est plutôt autour des 2, voire 3 selon la corpulence. Hein, donc vous imaginez les dégâts quand les enfants prennent une tablette entière. Euh, Ça finit très souvent à l'hôpital à faire des lavements si ça a été pris à temps. Si c'est pas pris à temps, eh bien on se retrouve avec empoisonnement par médicament et donc risque de décès. Voilà, donc si vous avez des enfants, faites attention à ce qu'ils regardent sur les réseaux et cachez un peu vos médicaments correctement. Parce que moi qui travaille dans un collège, c'est des choses qui peuvent faire très peur. Nous, tous nos médicaments sont confinés à l'infirmerie, mais dans les maisons, dans les appartements, là où vivent les adolescents, on cache les médicaments. On évite à ce qu'ils soient à disposition des enfants. Donc ça, c'était notre premier sujet, petite prévention. Voilà, ce challenge reprend beaucoup d'ampleur sur les réseaux. Il y a quelques années, on avait eu la même chose. Ça a l'air cyclique, mais l'attention doit être portée dessus en permanence quand on est parent, évidemment. Oui, il y a des trucs qui sont cycliques, hein, genre une époque dans les cours de récré. Alors là, il y avait pas encore les réseaux sociaux, ou en tout cas, c'était pas aussi répandu, mais il y avait le jeu du foulard dans les écoles. On s'amusait à s'étrangler parce que bon, on connaissait le principe du jeu du foulard. Normalement, ça fait partie des. Il y a un moment donné, on s'étrangle et du coup, il y a un moment donné un peu extatique qui intervient, mais sauf qu'il faut lâcher le truc à temps, sinon tu en meurs. Il y avait un prince de Conti, je crois que c'était sous Ancien Régime, qui en est décédé. Donc voilà. Et c'était typiquement le challenge à la con, ou le truc intéressant qu'il fallait faire et que tout le monde se devait de faire. Bon, se renverser un seau de glace, de glaçons sur, bon, c'était plus classique, c'était moins problématique. Mais globalement, on a un effet un peu. Il y a toujours des dingueries qui peuvent naître sur les réseaux sociaux. Évidemment, les dingueries, quand on est jeune, on est plus exposé à faire des dingueries. D'abord parce qu'on se sent souvent, comment dire, on se sent souvent Invincible. indestructible. On découvre après, au fur et à mesure, des accidents, qu'on n'est pas tant que ça. Mais voilà, il peut y avoir, ça peut être un vrai sujet, quoi. Et donc, c'était important, c'était notre minute prévention. Et pendant qu'on y est, là, j'en profite pour vanner, effectivement. Il y a des gens qui nous disent, ouais, vous êtes à l'heure, mais vous êtes dans le privé ou quoi? C'était Jean-Pierre Leroux. Non, on n'est pas dans le privé et Dieu sait si cette émission est faite un petit peu dans le stress, non pas parce qu'on est tout seul, mais juste parce que le temps nous a manqué, notamment hier soir. Fréquence populaire est une aventure qui commence de zéro,
Donc il faut tout construire. On part sans base. Donc on construit les bases en même temps que on prépare nos émissions. C'est aussi intéressant, une aventure intéressante. Bon, Voilà. oui, Donc le prochain ouais. challenge qu'on va se faire nous, puisqu'on y est, c'est que hier nous, on s'est fait vanner sur le fait qu'on avait des looks de gauchistes, Georges et moi. Et ben, on nous dit de nous acheter une cravate. Non, j'ai un très beau stock de cravates que j'ai pas mis depuis très longtemps. On va faire un truc, on va se faire une journée cravate pour montrer qu'on Oh est non. capable de le faire. Moi je reste en régie, hein. Bon, on rigole, on rigole. Ouais. Mauvaise nouvelle. Mauvaise nouvelle, encore des emplois qui se retrouvent sacrifiés. Voilà. Auchan décide de supprimer d'ici juin 2400 emplois au sein de l'enseigne Auchan. Bon, tu veux expliquer Alors, un petit peu, Eric? bah, écoute, ouais, il y a plusieurs sujets. Alors, on a deux versions possibles. Une version un peu machiavélique. La famille Muliez se dit, ah ben, on risque de taxer les hyper riches. Mince, on va être concerné. Il faudrait, on va se venger à titre préventif. Donc, on supprime des emplois comme ça, ils verront bien ce que c'est. Ça, c'est une version qui est un peu complot-plot. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils n'aient pas ce type de réaction, mais globalement, euh, je pense que la raison est un peu ailleurs. Euh, Moi, je l'ai su, enfin, je m'en suis rendu compte durant toute ma carrière. Les gens qu'on va vérifier, les chefs d'entreprise, leur première préoccupation, c'est de générer du chiffre d'affaires, de générer du bénéfice avec le chiffre d'affaires. Et ensuite, effectivement, de ne pas payer trop d'impôts pour qu'ils puissent bien vivre. Ça se fait dans cet ordre-là. Parce que personne ne pense à payer moins d'impôts s'il gagne rien, en gros. Ou à pas payer d'impôts. Donc du coup, le vrai problème qu'a le groupe Auchan, mais qu'il n'a pas que le groupe Auchan, eh ben, c'est tout simplement que les hypermarchés n'ont plus la cote. Donc il y a moins de fréquentation, les consommateurs consomment moins aussi, parce qu'il y a un problème de pouvoir d'achat, très clairement. Euh, donc, donc il y a ces deux effets cumulés. Ils ont peut-être coupé comment dire, l'effet, Le virage numérique? alors, le virage du numérique, d'une part, et puis le virage aussi, Auchan s'en sort un petit peu mieux, enfin pas Auchan, Carrefour s'en sort un petit peu mieux, les gens reviennent sur des commerces plus petits. Bon, je donne un exemple très simple. Moi, j'ai un Auchan à 2,5 km de chez moi et j'ai un Super U plus petit à 1,5 km, pour faire court. Ben, je vais où? Je vais au Super U. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de monde, parce que je me tape pas à traverser le parking infernal, parce que j'ai mes produits de première nécessité intégralement, euh, parce que c'est plus petit, parce que les salariés qui sont, notamment chez Super U, la plupart travaillent sur le territoire de la commune. Donc, bah, ça fait, voilà. Et tout bêtement, bah, je fais travailler au plus près de chez moi. C'est un calcul. Alors que si je vais sur Auchan, il faut que je me gare. Le parking est gigantesque. Il faut que je traverse toute une galerie commerciale pour accéder. Galerie commerciale où, par ailleurs, il y a aussi des enseignes de Auchan, enfin du groupe Liège, du coup, qui figurent. Il y a, comment ça s'appelle? Je crois que c'est Jules qui fait C'est partie. Brice, Jules, voilà, Leroy Merlin, Brico Dépôt, Decathlon, tout ça, c'est la famille Muliez, et c'est pour ça qu'on les retrouve aussi souvent ensemble sur les mêmes zones Voilà, ouais. commerciales. Ouais, ouais, qui loue tout, etc. Donc, du coup, moi, honnêtement, c'était plus chronophage d'aller dans un hyper. Et il y a pas mal de gens qui se font cette réflexion-là. Donc, du coup, il y a une désaffection. Alors, Carrefour a mieux négocié le truc dans la mesure où ils ont implanté des Carrefour Market dans les centres-villes. Parce Et que pas les que, gens hein, qui... dans les villages aussi, hein. Et dans les villages aussi, oui, oui, c'est vrai, tout à fait. Donc, ils redécouvrent l'épicerie de proximité. Ce que n'a peut-être pas fait suffisamment ou pas articulé correctement le groupe Auchan. Donc Dans tous les cas, effectivement.
On se retrouve avec 2400 emplois qui auraient pu être répartis ailleurs dans le groupe Muliez, parce que légalement, quand des emplois sont supprimés pour des raisons budgétaires, ce qui est le cas avancé ici, les salariés doivent être replacés, soit dans les enseignes similaires, soit dans le même groupe. Or, le groupe Muliez en lui-même ne va pas forcément très bien en termes de salariés, et la plupart des dividendes ne va pas du tout dans la poche des travailleurs. Bon, c'est aussi un problème de répartition de la richesse et de qui la produit. Oui, alors oui, il y a ce problème-là. Bon, les gens sont alors peut-être en fait, le problème, c'est surtout que dans la grande distribution, nous, on voit les heures d'ouverture, mais il y a ceux qui se lèvent à 3 heures du matin pour aller faire de la mise en rayon à 4 heures. Ou qui restent après pour faire de la mise en rayon. Et donc, en fait, c'est un truc qui tourne beaucoup. Donc, du coup, c'est des suggestions spéciales qui sont peut-être pas forcément super rémunérées. C'est un peu plus rémunéré qu'en journée, quand on fait le même travail en journée. Et quelques Mais centimes de... voilà, bon, voilà. Mais globalement, c'est pas génial. Alors après, c'est vrai que c'est un petit, bon, par rapport à un petit commerce privé, ça peut être peut-être un petit peu mieux rémunéré en tant que salarié. Le petit commerce privé n'ayant pas forcément les moyens de se payer des salariés, ça c'est sûr. Mais voilà, il y a un peu il y a quand même ce sujet-là. C'est bon, voilà, c'est un métier particulier. On avait reçu justement une salariée syndicaliste de Intermarché. d'Intermarché, voilà. Donc, c'est un autre format d'ailleurs de magasin de manière générale, donc qui explicitait bien le problème. Donc on renvoie les auditeurs donc à cette émission-là. Voilà. Mais après, la question se pose aussi. C'est des gens qui ont un travail, qui donc articulent leur vie en fonction de ça, et puis qui du jour au lendemain apprennent que c'est fini et qu'il va falloir retrouver un boulot, bien entendu. Mais peut-être dans une zone où il n'y en a pas tant que ça, avec toutes les complications que ça va créer sur éventuellement le crédit immobilier et un certain nombre de choses, hein. Donc, derrière des salariés qui sont des unités de production, il y a aussi des gens. Et c'est justement un peu qu'il faut penser aussi. C'est-à-dire l'implication de ça, c'est pas que un truc sur un tableau Excel, c'est une diminution du coût salarial, etc. C'est aussi les gens. Et alors, la particularité qu'il y a eu, je voulais faire une réflexion un petit peu, c'est qu'il y a moi, quand j'ai commencé à travailler, l'impôt sur les sociétés était encore à 50%. Ça n'a pas Maintenant, duré très longtemps. Donc, on venait de prendre le tournant de la rigueur. Et d'un seul coup, on a commencé à descendre, à descendre, à descendre le taux d'imposition. et on est à Donc, combien maintenant? ou alors, jusqu'à 38 120 20-25? euros, si les chiffres n'ont pas été actualisés, c'est à 15%. Et au-delà, tu passes à 25% de mémoire. Bon, j'ai toujours dit qu'en fait, l'impôt sur les sociétés devrait être progressif, comme pour tout le monde, comme pour les particuliers. Mais en fait, un des effets pervers, c'est qu'en fait, alors avant, comme il y avait un taux d'imposition relativement élevé, les entreprises se disaient autant bien payer les salariés, puisque de toute façon, il faut puisque de toute façon, on nous le prendra en impôt. Donc, ce qu'on pourra se distribuer sur les bénéfices, il y avait une répartition qui se faisait. Il y avait 50% pour l'État, et puis après, il y avait le reste qu'il fallait répartir entre les salariés. Donc, du coup, dans le compte, les gens préféraient peut-être à l'époque payer un petit peu plus les salariés en proportion, hein, tout est relatif. Les rapports de production sont les mêmes. Euh, Ils préféraient les payer un petit peu plus, du coup, ou ne pas moins les payer. Euh, et globalement, on avait quelque chose qui se maintenait. À partir du moment où le bénéfice produit après impôt reste très important, du coup, on rentre dans un système où c'est beaucoup plus intéressant pour l'actionnaire
de récupérer un max. Voilà. Et voilà, le problème, c'est que du coup, on s'est dit, on va compresser la masse salariale. Donc, compresser la masse salariale, c'est aussi un petit peu comprimer le salarié, c'est-à-dire qu'on supprime des postes, on le répartit sur les gens qui restent, etc. C'est pas juste une particularité dans le privé ou dans la grande distribution. Ça existe également dans les administrations. On en connaît une qui qui a bien subi ça. Je crois que l'administration des douanes, c'est la même chose, etc. Donc, du coup, on a une restriction très forte qui se met en place et une surcharge de travail qui se fait, c'est-à-dire un travail qui se faisait correctement. Du coup, on le fait moins correctement. Et puis du coup, on va devoir le répartir sur plus de gens. On augmente la charge de travail des gens. Ça, Si, c'est. si jamais, je viens de mettre dans le chat le lien de l'intervention sur la grande distribution ou la syndicaliste. 1 heure d'entretien, c'est vraiment très intéressant. Je vous invite à aller la voir. Et si vous n'avez pas le lien dans le chat parce que ça apparaît pas sur toutes les plateformes, vous pouvez juste taper syndicaliste fréquence populaire, vous allez tomber dessus directement. On passe au sujet suivant, Eric, ou tu veux terminer rapidement? Oui, oui, non, juste on rappellera quand même que la grande distribution, c'est aussi souvent des gens, notamment dans les caisses, des gens qui sont avec des horaires très fractionnés. C'est-à-dire, tu attaques le matin, il faut que tu sois présent le midi, puis après tu as un creux, et puis après tu reprends vers 5 heures, tu finis à 8 heures. Enfin, du coup, tu peux pas envisager de dire, et souvent à temps partiel. Mais la Poste avait fait ça aussi à l'époque avec des contrats de 2 heures par jour. Donc il faut. Voilà. Et du coup, c'est clair que quand tu es à temps partiel d'un truc comme ça, tu peux pas chercher un autre job à temps partiel pour compléter. Voilà. C'était juste ce paramètre-là que je voulais souligner parce que l'activité économique, ce n'est pas, c'est aussi de l'humain. Pardon, j'ai perdu mon stylo. Oui, on va passer au sujet suivant, pardon. Alors, Sujet suivant, recours systémique à l'intelligence artificielle générative détériorer les facultés cognitives permettant l'esprit critique. Donc une étude conduite par Microsoft et l'université de Carnegie Mellon, je n'ai aucune idée sincèrement de où c'est aux États-Unis. non. Néanmoins, leurs conclusions sont assez dérangeantes, mais en même temps logiques. Utiliser en trop grande quantité l'intelligence artificielle générative, donc pour produire du texte, des connaissances, de l'information, eh ben écoutez, apparemment, ça détruit la capacité à réfléchir. Bon, certainement moins sur les adultes, mais en tout cas pour les enfants, ou en tout cas pour les jeunes, l'utilisation de ChatGPT dans des contrôles, dans des rédactions, leur permet, certes, d'avoir des notes correctes quand les enseignants ne voient pas que ça a été réalisé avec ChatGPT. Bon, je travaille en collège, on le voit très bien, hein. La différence de rédaction est colossale. Donc je pense que plus personne ne se fait avoir maintenant. Mais générer la connaissance grâce à ChatGPT par exemple, bah, c'est pas bon pour l'esprit critique parce que vous allez pas fouiller, vous allez pas lire, vous allez pas chercher des recherches, des résultats de recherche. Donc, à utiliser avec modération et ne pas se servir de l'IA comme source principale d'information. Je pense que c'est ça la conclusion qui est tirée de de cette, euh, cette étude. Pardon. Mhm. Ouais, en fait, ils l'ont fait en fait, ils l'ont fait sur des professionnels. C'était même pas forcément sur des étudiants. Dans différents secteurs d'activité, c'est des gens entre 18 à 55 ans, donc voilà, avec un état de dégradation du cerveau forcément différent suivant les âges. Non, je rigole. Ils l'ont fait, pour être plus précis, aux États-Unis, au Canada, en Afrique du Sud, en Pologne, et je crois que j'en oublie un autre, mais je sais plus lequel. Voilà. Et donc, en fait, ils ont pris des gens qui utilisaient l'IA générative au moins 1 fois par semaine dans leur activité professionnelle. Donc, pour rédiger des courriels, enfin, donc des mails,
pour rédiger des textes, pour faire synthétiser des rapports ou solliciter des conseils. Voilà. Et donc, du coup, bah, ils se sont rendus compte que plus l'IA était opérationnelle, faisait les choses bien, et effectivement, donc, du coup, moins développer une pensée critique. Moi, comment dire, je ferai une analogie avec l'histoire de la calculatrice. Donc, globalement, je me suis beaucoup servi de calculatrice à un moment donné, mais j'ai fait toute une scolarité où globalement, il y avait pas mal de choses qui se faisaient à la main ou de tête. Et globalement, je me rends compte en calcul mental, bah, je suis peut-être beaucoup moins affûté. Alors, c'est l'effet du grand âge, hein, sûrement, mais je suis beaucoup moins affûté qu'à une époque quand j'étais et plus jeune, et surtout que je faisais comment dire, Le calcul. de calcul mental. Alors, il y a énormément de métiers qui vont être impactés. Alors, je pense qu'il faudra qu'on revienne à un moment donné sérieusement plus à fond sur le sujet de l'intelligence artificielle, euh, sachant que la question se pose aussi au niveau militaire, ce qui est quand même pas rien. Notamment les intercepteurs de drones, il y a des choses qui sont générées aussi par IA. Enfin bon, bref, il y a beaucoup de recherches qui se fait là-dessus, mais globalement, sur l'intelligence artificielle, des métiers seront impactés. Des métiers qui seront impactés dans le droit, enfin dans énormément de secteurs d'activité, et donc dans le journalisme aussi. Une nécro, c'est plus facile à faire rédiger par l'intelligence artificielle. Ça manquera peut-être un petit peu d'une touche personnelle ou d'une perception ou d'une humanisation du sujet. Voilà. Donc ça, c'est quand même un vrai problème parce que bah, le cerveau, c'est un muscle. Donc quand on le sollicite pas, bah, il s'endort, hein, et puis il s'atrophie. C'est manifeste. Alors un truc de bon sens, hein, mais globalement, c'est bien de le faire valider. C'était réflexion de bon sens par une étude un peu plus poussée, quoi, un peu plus sérieuse, avec une cohorte à analyser un peu plus conséquente que le doigt mouillé. Et Voilà. tu as pas défini la problématique de la calculette que tu as évoquée tout à l'heure. Euh, En réalité, c'est assez simple. C'est le calcul mental. Bon, moi je vois mes élèves quand je leur donne des coups de main sur leur contrôle de maths, ils sont incapables de faire 14 plus 16. Il faut le faire à la calculette. Ah merde. Donc en fait, ils se sont reposés sur la calculette pour pouvoir faire tout. Ce qui est très bien, parce que ça veut dire qu'avec cet outil, ils arrivent à avoir des résultats qui sont corrects. Mais ils sont incapables de le faire directement de leur propre tête. Bah, en fait, on va avoir les mêmes problématiques avec l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que les gens qui vont savoir l'utiliser, l'utilisent très bien, et ça sera certainement les gens les plus malins, les plus intelligents, les plus construits, parce qu'ils savent que l'IA n'est pas forcément toujours à 100% juste, et qui donc pourront corriger ce que sort l'IA. Mais quelqu'un qui n'a pas de formation et qui ne sait pas utiliser l'IA ou une calculette, hein, je reprends l'exemple de mes élèves, bah en fait ils sont bloqués, parce qu'ils savent pas le faire mentalement, et ils savent pas le faire avec la machine. Mais c'est la même chose avec les voitures. Avant, tu avais, dans ma vieille 106 que j'ai le manuel pour aller démonter le bloc moteur. Ouais. Dans les nouvelles voitures, vous faites quoi que ce soit sur votre voiture, elle est morte. Ça doit être forcément un pro qui le fait. Donc il y a aussi cette délégation de la capacité d'autonomie. On est de moins en moins autonome avec les outils qu'on utilise. Puisqu'on sait pas les réparer, on sait pas les fabriquer, c'est encore pire, hein, problème d'industrialisation, ça, et de connaissances. Oui, Donc voilà, je vois que ça discute beaucoup sur le chat à propos de l'IA. j'ai un peu perdu le fil là-dessus. Alors, Il y a des choses très oui, intéressantes. Hypati parle, par exemple, regarde, si c'est l'IA qui optimise les programmes, les développeurs ne va plus réfléchir à optimiser les programmes en temps et en espace. C'est vrai, il pourra juste se concentrer sur la construction du programme et ce qu'il veut comme outil dedans. Mais il sera incapable de mettre les mains dedans dès qu'il y a la moindre chose qui bug. Donc tu auras un outil fonctionnel, mais irréparable, par exemple. ouais, du coup, voilà. Donc, oui, effectivement, c'est un problème. Alors, je remonte dans le chat parce que du coup, j'avais un peu zappé dessus. Bon, voilà. Non, c'est quand même, il y a quand même un vrai sujet sur l'intelligence artificielle où ça va être, alors,
c'est un prochain ressort de croissance pour le pays. Ce ressort de croissance va nécessiter quand même de plus en plus de terres rares. Et l'enjeu dans plein d'endroits, c'est quand même les terres rares. Il y a qu'à voir en Ukraine, c'est un vrai sujet, notamment l'appropriation des terres rares et, et peut-être entre autres aussi sur porte est aussi un des moteurs de pourquoi les gens s'accrochent au terrain ou se battent pour conquérir ou garder des portions de territoire parce que il y a des enjeux derrière. Mais il y a aussi des enjeux monstrueux en termes d'énergie. Parce que la consommation des IA Mhm. est bien plus importante en termes de proportion de données qu'un data center, en fait, qu'un centre de stockage de données. Donc déjà que ça, ces data centers consomment bien, hein. Il est probable que dans les années à venir, si on veut une IA qui soit très performante, il va être obligatoire d'avoir à côté du centre qui gère l'IA, parce que l'IA, c'est un réseau de neurones, donc ce sont plein de petites cellules qui communiquent entre elles en fonction du schéma qu'on leur a donné. Oui. Et la consommation électrique, il va être nécessaire d'avoir certainement, voilà, je vois dans le chat, une centrale nucléaire à côté, enfin en tout cas un réacteur nucléaire capable de produire l'énergie nécessaire à l'utilisation de cette IA. Et donc, comment on va alimenter ces IA quand on n'aura plus de pétrole et plus de charbon? Eh ben, il va rester le nucléaire. Donc, il va y avoir, je pense, un mix de ces deux industries qui va être très rapidement mis en place. Ouais. Oui, je voyais sur le chat, Jean-Paul Lecomte rappelait à toute fin utile qu'en 2019, Mark Zuckerberg, donc le président de Facebook, annonçait l'usage limité de la télé et des tablettes à ses enfants. On rappellera aussi que les Chinois, qui sont très très forts sur les matières scientifiques, ont aussi plafonné l'accès à TikTok sur leur territoire pour les enfants, pour les mineurs. Voilà. Donc du coup, il y a peut-être une raison derrière tout ça. Voilà, voilà. Juste aussi autre chose en termes de recherche, moi j'avais fait un peu de recherche sur un thème historique et sur un point très 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 précis. Et je voulais avoir une information que manifestement je n'avais pas réussi à trouver sur Internet. Alors je me dis, bon, l'intelligence artificielle compile toutes les informations, on va les chercher partout, à droite et à gauche, et remouline tout ça. Sauf que l'intelligence artificielle m'a sorti successivement une illustration type d'époque, mais complètement bidonnée, des informations complètement bidonnées. Alors en l'occurrence, c'était je travaille sur la période révolutionnaire en ce moment, et en gros, c'était sur une unité d'émigrés. Bon. Et je voulais avoir une information uniformologique. Et en gros, il n'a pas été capable, il m'a donné des informations. Je lui ai demandé de me sourcer l'élément, il a tourné autour du pot, l'IA a tourné autour du pot pour pas me donner l'information. Et puis quand on pousse un peu les retranchements, en disant mais est-ce que tu es vraiment sûr que c'est ça, etc. Est-ce qu'il n'y a pas une erreur, etc. Après, l'IA commence à consentir à reconnaître une erreur. Donc baser des travaux de recherche ou des travaux ou des devoirs sur table, etc., en faisant confiance à l'intelligence artificielle, ça marche que lorsque le sujet est super balisé, super bien documenté, mais globalement, on se rend compte que l'IA peut bidonner ses résultats, ce qui est quand même un gros sujet. Après, il y a d'autres questions, hein, tout bêtement. Le fait comment dire, de se dire, bon, bah, l'IA va me corriger l'orthographe, je vais pas m'emmerder, je vais pas faire gaffe à ça. Bah, du coup, ça peut faire des copies truffées de fautes d'orthographe parce que du coup, bah, tout simplement, on n'est plus habitué à ça. Donc, Ouais. J'allais répondre à 2 commentaires et passer au sujet suivant, si ça te va. Donc là, j'en ai un. Bon,
je pense que c'est du troll, mais on peut chauffer les bâtiments publics avec la chaleur des serveurs aussi. Enfin, faut pas oublier qu'un serveur, c'est juste une carte réseau avec du stockage et des gros ventilos. Donc si c'est pour avoir dans mes salles de cours un brouhaha permanent de ventilos, non merci. Euh, et de Fred qui dit du coup l'eau chaude qui va sortir de la centrale nucléaire, on en fait quoi? On la laisse augmenter la température des biotopes, on s'en fout des biomes locaux? Ben, c'est toute la question de qu'est-ce que tu préfères qui va se passer dans le monde sur le plan énergétique. Soit on continue sur le pétrole et le charbon et on mourra asphyxié dans la pollution et le changement climatique parce que c'est ça qui l'augmente au maximum. Soit on part sur une société où on utilise plus d'énergie, en tout cas plus d'énergie transformée. Donc on abandonne le charbon, le pétrole, le nucléaire. Allez, on peut garder l'hydroélectrique à la limite, mais on a quand même détruit des biomes aussi avant. Donc il n'y a jamais de bonne solution pour l'énergie. Selon moi, hein, personnellement, la réponse nucléaire est la plus intéressante parce que ça évite le réchauffement climatique. La quantité de ressources minérales nécessaires à produire 1 gramme d'énergie, enfin 1 gramme d'énergie produite à partir d'1 gramme de minéral est bien plus importante avec de l'uranium ou autres ressources utilisées dans le nucléaire. Mais c'est même pas le problème de l'eau chaude, le problème. Le problème, c'est le stockage des déchets et la gestion des traitements de ces eaux-là. Qui a été privatisé, qui a été laissé à des entreprises privées. Moi, je le vois à Narbonne, il y a des bassins de rétention qui fuient alors qu'ils sont radioactifs. Mais ça, c'est pas de la compétence d'EDF. C'est la compétence des entreprises privées qui s'occupent du retraitement des déchets, qui font n'importe quoi. Donc, renationaliser tout ça, refaire des audits sur tout ça et surtout se débarrasser de toutes ces conneries. Bon, l'eau chaude qui ressort, ça va être un problème, mais est-ce que c'est vraiment notre problème en termes d'énergie? Pas sûr. Après, si ça peut modifier Oui. la vie d'un cours d'eau, etc., des rivières, mais globalement, sachant que l'industrie, l'industrie consomme énormément d'eau en France, on ne le sait pas, on pense aux gens qui remplissent les piscines, sans penser forcément à ceux qui arrosent le maïs, le blé, etc. Et le textile, et la sidérurgie. Pas mal. Et éventuellement, la pollue pas mal aussi. Oui, donc c'est pour ça, c'est l'eau chaude rejetée par les centrales nucléaires est extrêmement mineure dans la part des eaux usées et détériorées que rejette l'industrie de manière générale. Complètement. Alors qu'on peut trouver des moyens de refroidir de l'eau. Si on fait des circuits de refroidissement extérieur, c'est-à-dire qu'on laisse l'eau tourner soit sous terre, soit à l'abri des arbres, on se retrouve avec une eau qui revient à température ambiante très rapidement. Mais ça, c'est des trucs qui n'ont pas été faits, mais qui des choses qui sont intéressantes à faire par la suite. On passe au sujet suivant, je pense, parce que... Il y Hein avait une bonne blague de Jean-Pierre Leroux, mais qui a inventé l'eau chaude? Voilà. Le soleil. Ouais. Bon, après, le problème n'est pas d'inventer l'eau chaude, c'est de savoir la faire bouillir, comme le disait un de mes amis. Ok, on va passer au sujet suivant, par contre. On passe sur Bayrou, comme ça on finit et on garde des infos pour après si besoin. Éventuellement, oui. D'accord. Alors, Bayrou. Alors, en fait, c'est quand même. Alors, il y a plusieurs sujets, donc vas-y, tu pourras les afficher, je Je pense. l'affiche. Hop. Merde, c'est pas les foutus. C'est laquelle que tu voulais? C'est pas ça là que tu voulais, excuse-moi. Il y a deux. Il y a deux sujets. Effectivement, j'avais repéré deux articles dans la revue de presse. Je ne sais plus ce que j'avais fait. Je te l'envoie. Ah oui, c'est ça, je l'ai appris. Donc, Bayrou sous pression. Ah. Là. Et puis, il y en a un autre aussi, où il y a l'expression d'un gendarme qui était en charge de l'affaire celui qui a arrêté le père Caricat sur le sujet, et qui apporte un élément nouveau qui n'est pas forcément à charge pour Bayrou, qui est pas non plus à décharge, mais juste qui apporte un éclairage. Alors, Bayrou sous pression quand même, bon, alors, les sondages sont ce qu'ils sont, etc., mais globalement, il n'a pas l'air d'être très affecté par le sujet.
il est plutôt sous pression parce que le Parti socialiste essaye de monter la sauce aussi, et puis LFI, etc. Juste parce que tout simplement, les uns veulent bordéliser, les autres veulent mettre la pression pour qu'il lâche des concessions. C'est plutôt le cas du PS, manifestement. Mais je suis pas sûr que ça soit si problématique pour lui. Globalement, la séquence de samedi, il a bien, avec les victimes, je pense que si les gens avaient l'impression de s'être fait avoir, ils n'auraient pas forcément figuré sur la photo avec lui, hein. Ils se seraient engueulés puis ils seraient partis. Ça, c'est la première chose. Voilà. Et donc, du coup, moi, je suis pas persuadé que. Enfin, j'attends de voir, mais ça fait partie. La vie politique s'organise en séquences de com, celle qu'on organise soi-même et puis celle que nos adversaires organisent contre vous, ce qui est un peu logique. Enfin, c'est pas toujours clean, mais on va dire, c'est de bonne guerre, hein. Et puis voilà, c'est comme ça. Non, a priori, ce qui est important, c'était le fait que le gendarme, donc, que j'évoquais, qui a été chargé de l'affaire de pédophilie, hein, parce qu'il y a plusieurs sujets. L'histoire, il y avait la question de maltraitance qui était sortie au tout début parce qu'il y avait un élève qui s'était pris une claque. Et la claque lui avait quand même un peu flingué l'audition, qui était quand même un gros sujet. Et il y a la question de pédophilie qui est sortie plus tard. Et donc le gendarme témoigne en disant, bah, effectivement, Monsieur Bayrou a cherché à être tenu au courant à l'époque, quand l'affaire commençait à sortir, l'affaire de pédophilie, voilà, il voulait être tenu au courant, et donc en fait, c'est le juge d'instruction qui lui avait indiqué, bah, tout simplement, il était député, il n'était plus ministre de l'Éducation à l'époque, hein, pour bien situer le truc. Et donc effectivement, je soupçonne que Bayrou, qui était aussi parent, qui a mis ses gosses dans cet établissement, bah, il s'est dit mince, j'espère qu'il n'y a pas un problème sur mes gosses, tout bêtement. Parce que bon, tout le monde n'est pas comme ce juge d'instruction qui met sa fille de mineure aux enchères sur un réseau social. Et heureusement. Ben, j'espère bien aussi, parce que c'est quand même un stade. Alors, ouais, effectivement, donc ça fait partie d'un film. Je crois que le vrai sujet, les vraies questions qu'on peut poser à Bayrou sont, enfin, lui demander effectivement des comptes sur qu'est-ce qu'il a fait ou qu'est-ce qu'il n'a pas fait et dans quel contexte, etc. C'est un peu normal, c'est assez sain démocratiquement, mais il y a des vrais sujets dont il faudrait qu'il s'occupe, qu'il faudra qu'il s'occupe aussi, et c'est peut-être là-dessus qu'on aura des vraies critiques à lui faire. Enfin, Est-ce que si on devait résumer, est-ce qu'il savait que l'établissement maltraitait ses élèves? Oui. Est-ce qu'il savait qu'il y avait des violences sexistes et sexuelles? On n'est pas sûr. pas nécessairement quand il était ministre, sachant qu'il y a eu un rapport qui avait été diligenté à l'époque, quand il était ministre, sur l'institution, où en gros, il trouvait qu'il n'y avait pas relevé de problèmes spécifiques. Alors le problème, c'est que dans les affaires de pédophilie, il faut que les gens, des fois, soient plus adultes pour se rendre compte de l'enjeu. Et puis, bah, souvent, ils mènent un combat un peu long pour faire reconnaître le truc, pour retrouver d'autres gens qui ont pu être victimes, etc. Et c'est pour ça que les affaires sortent souvent un peu tard. Il y a une espèce de loi du silence. Alors, c'est pas qui se met en place, enfin, des fois naturellement. C'est-à-dire, les gens sont persuadés d'être dans un cas particulier, sont persuadés d'être d'une certaine façon responsable de ce qui leur arrive, enfin, etc. C'est un grand classique en matière de viol entre adultes. C'est exactement des fois le même schéma qui se met en place. Je vais peut-être répondre à deux, trois commentaires. Alors, Jean-Luc Mélenchon, je vois qu'il revient par-dessus. Il était ministre de l'Éducation nationale dans le secteur professionnel. Or, l'établissement Betaram, c'est du général, donc il a rien à voir là-dedans.
Donc Oui, voilà. Bon, désolé pour les publicités sur ce site. AdBlock les a pas bloquées. Bon. pour publicité. Non, mais voulez-vous rencontrer les personnes de votre région? AdBlock qui marche très bien, sauf sur ça, enfin évidemment. Bon, voilà. Euh, Bref, hein. Bon, on parle d'un truc religieux, il y a ça qui arrive, c'est super. C'est pas grave, ce sera très bien. On va peut-être rester peut-être sur cette question-là alors, on n'est pas sur le développement, mais sur le poids, peut-être relatif entre les États et des multinationales. Ça m'avait échappé, donc je suis retombé dessus il y a 2 jours. Marianne, je crois que c'était celui de la semaine dernière, avait sorti quelques chiffres qui étaient instructifs. Alors, je ne sais pas si on peut les afficher à Je te les l'écran. affiche, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc en fait, les gestions, on avait comparé le poids des GAFAM, des gestions, donc tous les géants de la tech, et c'est quand même assez hallucinant en termes de budget et de poids financier. Par exemple, J'essaye de te l'afficher. ouais, bien sûr. Bon, lui, tu peux commencer à le développer. Microsoft a une valeur en milliards de 2 966 euros, ce qui correspond à 40 ans de budget de l'éducation nationale ou tout simplement au PIB de la France. Ça permet de mesurer, c'est-à-dire qu'en gros, Macron à la tête de l'État français, il fait pas mieux que Microsoft. C'est pareil que Microsoft. Il ne serait pas écouté peut-être plus que le PDG de Microsoft. Google, la valeur, c'est 2373 milliards d'euros, soit l'équivalent de 17 fois Total Energy, 17 fois Total Energy, ou l'équivalent du PIB de l'Italie. Apple, 3483 milliards d'euros, c'est l'équivalent du PIB du Royaume-Uni et 10 fois LVMH. Alors, après, les évolutions. Alors, ce qui était intéressant, c'est que Marianne donnait aussi l'évolution. Et en gros, par exemple, Apple a fait plus de 107% sur 5 ans. Voilà. Après, Facebook, 1726 milliards, c'est déjà plus petit. C'est l'équivalent du PIB du Mexique ou 2 années de tout ce qui est produit par l'Île-de-France. Idem pour Amazon. Amazon, 2490 milliards, c'est le PIB du Brésil, donc un des pays membres clés des BRICS, ou l'ensemble du CAC 40 français. Donc ça permet de mesurer aussi un petit peu le poids que les uns et les autres peuvent avoir. Ce qui veut dire qu'en fait, les GAFAM, rien qu'à eux, alors les chiffres, c'est toujours embêtant parce que des fois, à un certain niveau d'importance, on passe au-delà, on est en difficulté d'appréhender. Parce que nous, notre unité de mesure, c'est un peu le montant de nos revenus mensuels, en gros. Et du coup, quand ça multiplie beaucoup, on ne se rend pas forcément compte. On se rend compte que c'est important, mais on ne mesure Eric? pas. En Eric? gros, c'était 13 038 milliards. Pardon. Oui, Eric? oui. Ton micro saute un peu, si tu peux le replacer. Mon micro, j'ai pas de micro. La caméra. Si tu peux le remettre un petit peu, ça fait des petits grésillements, je ne sais pas s'il y a que moi qui l'entends, Parce que j'espère. je ne touche pas en plus à les fixer, il ne se passe rien d'autre. Si tu peux le remettre un Le petit peu remettre droit. comment droit? La caméra, tu Bouge-le veux? un petit peu. Ouais, comme ça. Là, c'est la caméra, ça ne change rien au son. Bah, ton son, il vient d'où? Et ben, pareil. D'enregistrement? Mais c'est bon, ça fera l'affaire. Bon. Voilà. Et après, on a complété avec les Uber, Netflix, Tesla et Airbnb. Alors Tesla, évidemment, on va en parler tout de suite, hein,
c'est Elon Musk qui fait pas que ça, mais déjà, c'est 1387 milliards. Le PIB de l'Indonésie. 95 fois Renault. Voilà, pour donner un peu les angles. Uber, c'était 144 milliards, c'est des pauvres. Du coup, c'est le PIB du Maroc, ou Airbus aussi, puisque ça peut parler aussi. Avec Uber, une application, on génère autant de richesse, enfin de budget qu'en construisant des avions de pointe. Voilà, et puis Mais après, derrière ces chiffres, en ouais, réalité, c'est une puissance de frappe qui se cache. Parce que j'en vois dans le chat qui disent, ouais, les chiffres, franchement, mais regardez, c'est une puissance de frappe, bien sûr. regardez Google. Vous enlevez Google de votre vie. Hum, Bon, bah, ce qui peut arriver demain, hein. tout à fait. Et on s'en rend pas assez compte vite. Bah, votre moteur de recherche principal en Europe, c'est Google. En France, c'est Google. Le stockage de données, c'est Google. Le référencement Internet, c'est Google. Les objets connectés, Android, là, vos téléphones, c'est Google. Donc demain, Google fait tord le bras à la France, on n'a aucune souveraineté numérique. Microsoft, c'est pareil. Tout notre parc numérique tourne en très grande majorité, hormis la police qui ont leur propre système d'exploitation, euh, c'est Microsoft. Alors après, évidemment, hein, ces gens-là, s'ils ont quand même besoin de faire du business. C'est-à-dire qu'en gros, s'ils disent, bon, je vous coupe le truc, ça serait vraiment l'arme atomique pour eux, et ça serait pas sans dégâts, parce que du coup, ils y perdraient aussi du poids financier. Mais globalement, ça pèse très lourd. Et comme on parlait d'aide au développement en Afrique, imaginez ce qu'un État comme le Togo, ou enfin lequel, hein, peut peser par rapport des multinationales de ce type-là. Bon, je me rappelle qu'en son temps, Fela Kuti, donc le musicien nigérian, avait fait un morceau sur ITT notamment, qui était assez violent, qui dénonçait assez violemment un petit peu la politique qui était menée. C'est juste qu'avec des budgets comme ça, on peut se payer des milices privées, on peut financer des mouvements de libération plus ou moins spontanée, etc. On peut acheter énormément de décideurs locaux. Et c'est ce qui s'est passé, hein, Pas qu'en notamment Afrique, hein, pour ça Coca-Cola. passe aussi en France, hein, on est d'accord. Bah, si tu regardes au Mexique, je crois que c'était au Mexique, une des plus grosses usines de production de Ouais. De Coca-Cola, hein. Bon, déjà les gens ne boivent plus d'eau là-bas, Mm. ils boivent que du Coca parce que c'est moins cher que l'eau. Et surtout, Coca a pompé toutes les nappes phréatiques du coin, Ouais. donc ils ont détruit l'environnement. Et quand les gens ont commencé à se plaindre, eh ben, Coca leur a envoyé une petite milice pour leur rappeler que bon, votre place, c'est à boire du Coca et à rester pauvre. Nous, on est là pour faire du business. Il y a des très beaux exemples aussi du même genre en Argentine et déjà plus si récents que ça. Les investissements de Benetton, des multinationales qui rachètent des lacs, qui en interdisent l'accès aux autochtones, donc aux populations locales, etc., etc. Parce qu'ils se disent, bon, bah, tiens, on va acheter les lacs, là, l'eau est pas mal, donc ça fera une bonne réserve, et puis quand le cours de l'eau va monter parce que les besoins sont importants, ben, on sera bien placé. Il y a pas mal de choses comme ça qui interfèrent. Moi, je me rappelle, alors, notamment pour l'Argentine, ça remonte déjà à quelques années, hein, une quinzaine d'années. Des amis qui me débriefaient leur voyage, qui me disaient, bah, c'est très simple, ils ont vendu leur pays. Ils n'ont plus Ouais. là où ils habitent, c'est plus chez eux. C'est d'autres qui les possèdent. Alors, c'était après l'expérience du Corralito, donc c'est-à-dire la grosse faillite qui était faite, donc ils n'ont plus d'accès du tout aux banques, etc. Enfin, avec des émeutes et tout ça, hein, quand même. Hein, si les banques ferment, chez nous, pareil, on va voir le sujet. C'est-à-dire, en gros, il y avait un crack, financier et le FMI qui arrivait derrière imposait ses solutions. Voilà. Donc, globalement, sur la question des GAFAM, tous les natus, c'est-à-dire Netflix, Uber, etc., ça représentait quand même beaucoup. Ils ont progressé de 129% pour arrondir.
Oui, Eric, pardon, je te coupe. Ton Oui. micro est vraiment en train de se dégrader. Est-ce que tu peux relancer le studio, Alors, te reconnecter dessus? ouais, d'accord, je vais refaire ça. Donc, euh, tiens, pardon. Désolé. Le son va revenir, ne vous inquiétez pas. Il va nous rester aussi quelques actualités qu'on n'a pas eu le temps de faire avant Philippe. Euh, voilà, donc on partira dessus. Revoilà Eric. Parle un Ça petit marche peu. mieux. Ah, ça fait plus crac-crac, c'est super. Bon, moi, ça m'embêtait de faire crac-crac en direct. Ah. Il fallait bien faire une blague pourrie et bon, On n'a pas fait aujourd'hui. on n'est pas vendredi, mais bon, mais Pedro n'étant pas là, je, je vais Il faut essayer de prendre sa compenser place. les deux. Voilà. Donc du coup, effectivement, donc GAFAM plus Natus, c'est le PIB de la Chine, donc la première puissance économique mondiale, manifestement. Ou si c'est pas le cas, c'est pas loin. Voilà. Non, c'était intéressant. Enfin, moi, je trouvais que c'était intéressant de fixer un peu ces histoires de poids, c'est-à-dire que de poids relatif entre que peut avoir un chef d'État et un chef d'entreprise d'une multinationale. Eh ben écoute, ça peut faire une superbe transition si on passe à la Chine et Ah oui, son immense secteur qu'elle vient de récupérer. ouais, Hop. Donc la Chine se retrouve au Brésil à récupérer la production et l'exploitation euh, des ressources de lithium. Donc évidemment le lithium qui sert à faire la majorité des batteries actuelles, donc des téléphones, des ordinateurs, des voitures, en fait d'à peu près tout ce qui marche sur batterie dans le monde actuellement, ce sont des batteries lithium. La Chine qui vient de récupérer un immense marché sur, on va dire, le précaré des États-Unis. ouais, Donc l'article surnomme l'oncle Sam, qui se retrouve, oui, la Chine à avoir des partenariats commerciaux avec à peu près la plupart des pays du monde. Les États-Unis n'arrivent plus à tordre le bras de leurs alliés sud-américains. Bon, tout est relatif, hein, on parle plutôt de ouais, alors, dominer sud-américains par rapport aux États-Unis. Euh, et la Chine qui petit à petit s'impose dans la plupart des domaines technologiques. On se rappelle le bannissement de Huawei notamment dans les télécoms, alors sur l'entièreté des outils, c'était américain, donc Google en utilisait la plupart. La Chine contre-attaque, récupère une énorme production de lithium et donc de batteries. ouais. Ça, c'est relativement important. Enfin, alors, on va rappeler quand même qu'ils ne le font pas n'importe où, ils le font au Brésil, donc un autre pays des BRICS. Mais globalement, c'est clair que du coup, ils vont produire en local parce que le Brésil impose quand même que quand on vient prendre des matières premières ou des trucs comme ça, ou qu'on veut vendre, ben, on produit aussi en local, ce qui est une très bonne position. Et donc, ben, effectivement, l'accès notamment au lithium, ça va favoriser pas mal de choses. Et globalement, ce qui est intéressant aussi, c'est une tendance de l'industrie qui dit ben, on va faire de l'intégration verticale, c'est-à-dire en gros, on extrait sur place, on fabrique sur place, etc. et on fabrique les produits finis. Surtout, ce qui se passe, c'est que globalement, en termes de transport, ce qui aurait été produit sur place pourra être vendu sur place, mais pourra être vendu sur les pays adjacents à des coûts de revient moindres, puisque le transport est moins important. Le coût du transport sera moins important et pour l'avenir, ça sera relativement important, un sujet relativement euh, comment dire, incontournable. Je pense que les grands échanges internationaux vont probablement se contracter, notamment si en cas de krach énergétique. Les gros bateaux, les machins, les porte-containers, etc. Ça risque d'être, si jamais, enfin, pas si jamais, à terme, on sait que la ressource pétrolière va descendre, c'est-à-dire qu'il y aura toujours du pétrole, mais il coûtera plus cher à extraire. Donc, à un moment donné, il faudra trouver d'autres solutions. Et les autres solutions, ça sera peut-être aussi de ne pas aller chercher des produits
très loin dans le reste du monde, dont le transport aura fortement augmenté. Donc en fait, ils jouent un très beau coup là-dessus. Donc voilà, c'est assez intéressant. C'est une information qui est intéressante parce qu'elle est symptomatique. C'est surtout ça. C'est indépendamment du cas de PYD, c'est symptomatique d'un certain nombre de choses qui se qui se passent qui se passent au niveau commercial. Mais on a les États-Unis qui perdent leur mainmise sur la plupart des commerces et les BRICS qui se renforcent considérablement et donc maintenant travaillent pleinement ensemble. Quand on a un Brésil qui permet l'exploitation de ses ressources avec la formation et la construction d'usines sur son territoire par la Chine, ça profite aux deux. Oui, Bon, tout à fait. évidemment, le Brésil perd en souveraineté sur l'exploitation de ses ressources, mais s'ils sont alliés Il n'y et avait pas que déjà. la relation est respectueuse, ben on ne peut qu'imaginer que ça soit le cas sur beaucoup d'autres domaines aussi ensuite. Il y a un côté, enfin, on parle toujours, notamment dans Macronie, des accords win-win, etc. Typiquement, les Chinois sont plus malins au moins formellement, euh, pour, euh, pour pratiquer ce genre de choses. Les Occidentaux voient le win-win de manière plus inégalitaire encore. Ça ne veut pas dire que les Chinois sont enfants de cœur, mais ça veut dire qu'ils gèrent mieux leur affaire. Changement de sujet complètement radical, nous revenons en France. Ouais. Alors, donc on va parler d'école. Bon, Ah, pardon, je te mettais pardon, les dodanes. pardon, Petit sujet rigolo, enfin rigolo. petit sujet. Attends, on était sur quoi déjà? Ouais, je me rappelle plus. Ah oui, les dodanes. Oui, bien sûr. Les dodanes, oui, bah, euh, effectivement. Alors, c'est intéressant. C'est un article qui disait sur Grove Mag, euh, les ralentisseurs, c'est. Alors, ils vont un peu vite en Oui. besogne, c'est définitivement terminé en France. Un changement majeur. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, d'ici 2025, ils annoncent que ça pourrait disparaître du paysage urbain. Ça serait un tournant majeur. Bon, alors sachant, alors il y a quand même plein de sujets, c'est de plus en plus contesté. La proportion de ralentisseurs qui sont déjà pas aux normes, au-delà des normes autorisées, et donc qui sont dangereux, est de l'ordre de, je crois, 9 sur 10 de mémoire. Hein. Ouais. 450 000 ralentisseurs, quand même, un peu Donc c'est là qu'il y partout. a 400 000 qui sont pas bons, en gros. Voilà. Voilà. Sur ma commune, je pense qu'on les a tous. Hein. Pareil. Donc, on est au-delà de 9%, de 90%. Voilà. Et donc, du coup, l'idée, c'était effectivement, au départ, c'était des zones sensibles, c'était les accès aux écoles, enfin, ce genre de choses. Et puis, en fait, ça est proliféré un peu partout. C'est-à-dire, dès qu'il y avait un accident, dès qu'il y avait des gens qui allaient voir la mairie en disant eh, ça roule, ils roulent comme des dingues dans ma rue, etc. On disait bah, ok, on va régler le problème, on va poser 3 ralentisseurs à différents endroits pour casser la vitesse. Voilà, donc je suppose que évidemment tout ça n'était pas sans coût. Le problème c'est que les ralentisseurs, si c'est pas entretenu, ben, ça peut s'affaisser, les pourtours peuvent s'affaisser, ça peut être dangereux. Moi, j'ai vu notamment une Austin Mini qui devait passer impérativement pas plus de 25 km/h, sous peine de se faire racler le bas de caisse, par exemple. Et il y a de plus en plus, notamment d'automobilistes, etc., qui se mobilisent, qui bombent notamment tous les endroits dangereux des ralentisseurs, euh, donc pour rendre la question un peu visible. Il y avait, voilà, donc les critères stricts, C'était une pente c'était les zones à précise en 30 termes de km/h. degrés, une certaine hauteur, ça devait pas faire plus de 20 centimètres de haut. Oui, oui, Bon, en fait, il n'y en a aucun qui respecte ça. Et non. ils se rendent compte que finalement, le radar pédagogique
n'est Ouais, pas forcément une mauvaise idée. ça Bon, après, calme. on pourrait imaginer d'autres choses, hein. Par exemple, un radar pédagogique, si t'es 20 km au-dessus de la limite du radar, eh ben tant pis, tu prends une amende. Si t'es en dessous de 20, bah ok. C'est des trucs qui peuvent se voir. Devant les écoles, est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir des voitures devant les écoles? Est-ce qu'on Non, a vraiment besoin d'avoir des voitures dans les centres-villes? Bon, ça dépend où vous habitez. Quand vous habitez dans Toulouse, vous n'avez pas besoin d'avoir une voiture. Quand vous habitez, que sais-je, je prends un exemple encore par chez moi, à Mazamet, bon, c'est plus compliqué, c'est de partir sans voiture. Euh, je prends vraiment des petites villes exprès. oui, oui, ou voilà, ou à la Salvetat-Lauragais, par exemple, là, tu as besoin de voiture, c'est clair, parce qu'il y a quand même une côte à monter à vélo et elle est quand même raide. Donc Dans ce là, cas, la mobilité douce, ça marche pas comme ça, hein. Il faut pas avoir de l'asthme. non, Voilà, et donc, je vois des messages, non, faut pas mettre des radars partout, mais il faut aussi partir sur le principe que la voiture, on va devoir s'en débarrasser petit à petit. Donc on va devoir déjà réaménager notre territoire en fonction de ça. ouais, La voiture va devoir disparaître, qu'elle soit électrique ou thermique, c'est pas viable, tout court, ne serait-ce qu'en termes de ressources, parce qu'on n'aura pas assez de batteries pour faire un parc entièrement électrique, on n'aura jamais assez de centrales nucléaires pour alimenter toutes les batteries électriques, et de toute façon, le pétrole pour faire de l'essence dans les voitures thermiques, il y en aura plus dans quelques années. il n'y en aura plus, ou il coûtera trop cher à extraire. Oui, en Et plus. donc, à un moment donné, quand ça coûte trop cher à extraire, quand tu mets par rapport à ton prix de vente, tu as le même coût d'extraction, à un moment donné, tant que d'un point de vue économique, ça n'a plus tellement de sens. Donc, du coup, tu peux refaire un autre business et tu t'en fous, Oui. savoir si. Et globalement, c'est pareil aussi. On a constaté un phénomène, c'est que quand le prix de l'énergie augmente trop, enfin, notamment pour les carburants, ben, les gens essayent de. Il y a un maximum de gens qui essayent de réduire. Le problème, c'est pour ceux qui ne peuvent pas réduire, tout simplement parce que la spéculation immobilière pousse les gens dans les centres-villes. Ça les pousse même en dehors des banlieues, et donc du coup, on a des gens qui vont s'installer carrément à la campagne parce que le foncier est moins cher. Mmh. Sauf que derrière, ça implique des déplacements. Beaucoup de déplacements. Les Tu déplacements vas pendulaires entre travail et logement qui font très souvent Ouais, 10 à 30 kilomètres. Mais pareil pour les écoles, etc., quoi, hein, tout bêtement, déposer les gosses à l'école, c'est problématique. Si tu habites dans une ville de 150 habitants, je parlais de la Salvetat-Lauragais, je doute qu'il y ait une école à Salvetat-Lauragais. Donc c'est probablement Aurillac-sur-Vendinelle, justement, dont on parlera par la suite. Mais donc du coup, il faut y aller. Faut des, bon, faut... je vais répondre à quelques commentaires parce que je vois que j'ai déclenché Ah, ah, une vague de haine. Je vais vous prendre mon exemple personnel. J'ai très longtemps conduit dans Toulouse un coupé 406, bon, ancien et pas très cher, qui se prenait tous les dos d'âne, qui consommait 8 litres au 100, l'essence, j'étais à 300 € par mois. Bon, j'ai déménagé, je suis dans mon petit village à 15 km de Toulouse, relié par une piste cyclable, relié par des transports en commun, et donc je me suis rendu compte que je n'avais plus besoin de la voiture pour aller faire mes courses, parce que j'habite à 5 minutes en vélo électrique, hein, du Carrefour. Bon, il y en a qui disent faut boycotter, tant pis, j'ai que ça. Mon travail, il est à 13 km, je mets 25 minutes en vélo électrique au lieu de 40 parce que je ne prends pas les bouchons. Bon, évidemment, si t'habites au fin fond des Pyrénées, le vélo électrique va être plus compliqué. Mais dans ouais. ce cas-là, on va devoir trouver des moyens aussi de sortir. Parce que vous me dites, oui, tu es un écolo à la noix, mais quand votre essence, ça va coûter 4 € le litre, vous allez la payer? Parce que moi, avec 700 € par mois en travaillant dans un collège, bon, je peux pas payer l'essence. Je peux pas. Je peux pas acheter une voiture électrique. Je peux pas. Tu sais faire du vélo, tout le monde ne le sait pas. Eh ben, on donnera des cours de vélo au collège ou à l'école. En fait, il faut réfléchir à qu'est-ce qu'on veut comme société. Si vous voulez garder toujours la même, celle qui consomme, celle qui pollue, très bien pour vous. Très bien. Non, Mais mais vos moi, enfants et nous, on n'en veut pas, en fait, de ça. Donc on est déjà en décroissance. C'est pas moi qui le dis, c'est Jean Covici. Les ressources naturelles se tarissent. Plutôt que faire des voitures électriques, faisons des vélos électriques, des vélos cargo, des vélos protégés, qui sont beaucoup plus légers, qui consomment beaucoup moins de matières premières, qui permettent, en fait, de ralentir aussi la vie.
parce que vous allez un peu moins vite, mais vous gagnez du temps. Quand vous êtes dans moins de 10 km, vous gagnez du temps par rapport à la voiture. Parce que vous tombez pas dans les bouchons, vous n'avez pas cette problème de sécurité sur la route. Bon, évidemment, il faut des infrastructures aussi. Et voilà. Il y a un sujet, c'est-à-dire qu'on peut pas, alors, tout bêtement, hein, globalement, il y a, que ce soit voiture électrique ou machin, bon, c'est très bien. Voiture électrique, si on change tout le parc automobile, tout le parc thermique en parc électrique, il n'y a pas les ressources minières possibles et existantes. C'est pas possible. Ça n'existe pas. Et des ressources minières, on va le préciser, il va falloir qu'on se pose peut-être des questions ultérieurement J'habite à la campagne, hein, pardon, pour ceux qui le disent. Hein. sur Vous le êtes code, mignon, mais sur le code minier. C'est-à-dire que si on veut du lithium, machin, etc., il va falloir l'extraire. Il faudra l'extraire, entre autres, chez nous, peut-être à 2 km de chez nous. On trouvera qu'on ne fait pas beau dans le paysage, mais à un moment donné, il faudra savoir ce qu'on veut. Et si demain on trouve du pétrole dans le champ à côté de chez nous, eh ben, on se retrouvera, et qu'il est extractible facilement, etc., ben, on aura la raffinerie à côté. Demander aux gens côté de Lac, donc à côté de Pau, là, ben, ils ont encore ce qui reste de la raffinerie. Voilà. Donc, bon, la question n'est pas là, c'est que l'ensemble du modèle n'a pas été repensé. Et la grosse difficulté, c'est qu'on s'est adapté à un confort qui est très bien et que moi, que j'apprécie, hein, très clairement. Sauf que je sais très bien qu'à terme, ça ne fonctionnera plus comme ça pour des raisons économiques. Alors, on peut espérer qu'on trouvera des bonnes solutions pour la suite. On a trouvé un gros gisement d'hydrogène naturel, sauf qu'il va falloir développer. L'utilisation de l'hydrogène comme carburant pose quand même pas mal de questions. Et il et va même le falloir. rendement n'est pas bon. Ouais, mais enfin là, on a un gisement naturel, car le rendement, oui, oui, après, il y a l'exploitation. Bon, ça, on peut espérer que ça s'améliore, mais on va avoir une période de transition, alors de quelque sorte, quelque type qu'elle soit, qui va être compliquée à négocier. Et globalement, l'État devrait, à mon avis, s'intéresser sérieusement au sujet de manière stratégique. C'est-à-dire que comment on fait si on a une rupture d'approvisionnement, ça peut être lié à un conflit, hein, par exemple, une rupture d'approvisionnement en hydrocarbures, comment on fait pour développer des solutions alternatives? Alors, autre que le gazogène utilisé pendant la guerre de 39-45. Voilà, il va falloir se poser des questions. Il faut qu'il y ait un peu plus de prévision, ce que les Chinois font mieux que nous, d'ailleurs, manifestement. Il y a Ils vraiment polluent des beaucoup, hein, intérêts que mais je ils suis polluent pour désolé, mais fabriquer plus. c'est je vois qu'on a de l'éducation populaire à faire sur les transports et sur l'énergie. Hein. Ouais, Euh, ouais. donc plus d'avions, de paquebots, de camions, de transport international par les mers, les airs et plus de yachts. Mais oui, Ouais, oui. à un Les moment donné, c'est camions, ça. ça se remplaçait par du train. Les paquebots, bon, bah, vous êtes mignons, mais vos paquebots, là, de retraités, de boomers, avec leur retraite géante, qui polluent le port de Marseille, allez demander aux Marseillais ce qu'ils pensent Oui. de leur air, hein. Vous êtes mignons. Non, les avions, on va devoir réduire aussi. Mais tout simplement parce qu'on n'aura pas la capacité financière et matérielle de pouvoir les alimenter en permanence. J'en vois, on parle de biocarburant. J'ai vu une étude justement d'une boîte qui en produit et qui dit si jamais on passe complètement en 100% biocarburant, il n'y a plus un centimètre de terre agricole en France parce que tout passera dans les terres agricoles pour le biocarburant. Donc c'est pas possible. Euh, et oui, à 70 ans, tu vas pas prendre. Attendez, à 70 ans, les vieux, ils allaient en vélo avant. Ouais, alors attends, après, tu as Ça, des gens qui c'est très peuvent avoir précis. des difficultés particulières. Bon, voilà, moi, je sais que le vélo électrique, j'ai bien apprécié parce que tout simplement, j'ai de l'asthme. Et donc, à un moment donné, C'est ça, travaillé. ça va mieux, merci, mais bon, quand même. Donc, du coup, oui, ça pose des questions qui sont importantes, hein. Et puis après, globalement, il faut se poser la question de réorganiser un ensemble de filières.
Voilà, un ensemble de filières, c'est-à-dire de production, de distribution, etc. Il faut peut-être restructurer et c'est pour ça que probablement, enfin, entre autres, qu'il faut une planification, qu'il faut remettre en place une planification comme ça a été fait dans les années 50 et 60. Hein. Mais même Ça n'a pas actuellement, si mal marché, c'était pas le Gosplan soviétique non plus, mais globalement, on orientait les investissements, les installations, etc., en fonction des besoins qui étaient envisagés. mais si Oui, il y a euh, des zones vertes qu'on pourrait refourguer, oui, effectivement. Euh, alors, je sais pas dans votre nord à vous, parce que je pense que vous venez du nord, mais en tout cas dans le sud, on a des pistes cyclables qui sont quand même assez bien développées, même dans la ruralité. Ouais. Euh, Ouais, c'est pas toujours partout pareil. Hein. Je de sais mon que dans côté, le ouais. Nord, c'est très compliqué. Dans les Hauts-de-France, c'est très compliqué. Sur Arras et tous ces coins-là, j'ai un copain qui s'en plaint très régulièrement et qui se plaint aussi d'ailleurs Mais il d'une y a aussi forme toute la question de de violence euh, routière. du, la reconstruction des commerces de proximité aussi. Ouais. Parce que dans mon village, bah, c'est le Carrefour Market qui a un peu tué la vie économique, c'est-à-dire que tout se fait au Carrefour Market. Bon, on a un caviste, on avait un bar qui a fermé, enfin voilà, ce genre de choses aussi. On devrait avoir tout à proximité, on n'aurait pas à avoir à faire 30 kilomètres en voiture pour aller faire des courses. Mais il y en a, ça leur plaît, bah, tant pis pour vous, enfin, c'est très bien, mais Ouais, voilà. Enfin non, après moi c'est l'idée. Je suis pas un écolo. Comment dire, je veux dire, totalitaire, mais à un moment donné, des questions vont se poser. Le problème, on peut me dire non, mais c'est pas bien, c'est parce que les autres nous en veulent, etc. Non, à un moment donné, les questions se poseront. Donc, soit on les anticipe, soit on les anticipe pas. Si on les anticipe pas, on aura les problèmes en pleine face et je veux dire, et sans aucune préparation et sans solution alternative. Voilà. Après, oui, voilà, bah, globalement, moi, j'ai pas longtemps, je suis allé travailler, j'ai fait mes 17 bornes aller, mes 17 bornes retour en vélo. Merci Toulouse Métropole, on avait quand même pas mal de pistes cyclables. Du coup, ben, globalement, quand il fait froid, ben, tout simplement, on est équipé pour. Et tous les gens qui allaient bosser comme ça, ben, ils s'étaient équipés. Mais comme on s'équipe quand on va en moto. ouais. Je pense répondre à deux derniers commentaires, on passera au dernier sujet, hein. Question à la con, quand on doit aller à l'hosto, au milieu de la nuit, on fait comment sans voiture? Eh bien, on appelle une ambulance, normalement. Normalement. Mais il faut qu'on ait un service public qui tienne la route pour pouvoir suivre ça. Parce que quand on doit aller à l'hosto, c'est que maintenant, tu peux pas conduire ou tu as tes problèmes. Donc c'est les pompiers ou l'ambulance qui prend la suite. Et par contre, bon, Pierre, je te vois insulter depuis des jours sur le chat. Je t'ai pas encore banni pour ces insultes, donc on garde un petit peu son sang-froid. Donc le langage d'un jeune con qui croit que c'est facile de tout supprimer, mais pourquoi, nom de Dieu, ont-ils fermé? Tu le fais exprès. Moi, j'essaie de vous expliquer depuis tout à l'heure pourquoi on perd nos commerces, comment on doit faire une transition euh, dans la société pour qu'on puisse vivre mieux, sachant que moi j'ai abandonné la voiture parce que j'avais plus l'argent pour payer l'essence. Donc Hum, bon, le jeune con, il sait ce que c'est de vivre avec 700 euros par mois, donc on redescend et on ouais. s'écoute. Vous n'êtes pas d'accord, vous proposez, vous contre-argumentez. C'est ce qu'a fait un coup juste avant. On est là pour parler, pour débattre. Si c'est pour insulter et insulter les autres, franchement, ça va finir en bannissement. Merci. Dernier sujet. Ouais. Ah bah tiens, justement, c'est un peu le lien. Alors, Oui, c'est un exemple, c'est un exemple qui est assez. Alors, on a choisi ce truc-là, alors, tout simplement, c'est l'histoire de cette école à Aurillac-sur-Randinelle. C'est donc ça, c'est en Haute-Garonne, dans le Lauragais. Donc, le Lauragais, c'est la partie qui est en l'est de Toulouse et à l'ouest de l'Aude, qui est à cheval sur deux départements. Région très vantée d'une manière générale. Et Aurillac-sur-Randinelle est une super petite ville, voilà, que j'aime beaucoup, bon, qui a l'air très, 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 très sympa.
Bon, et donc en fait, ils ont un problème. Alors c'est récurrent. On l'a pris parce que c'est emblématique de ce qui se passe. Alors notamment dans cette région du Lauragais, mais indépendamment de ça, un peu partout en France. Donc en gros, l'année dernière, on a menacé de fermer la sixième classe de l'école. Et, puis finalement, ils étaient mobilisés, ça avait bougé. Et puis là, ça recommence à nouveau. Et donc, il y a pas mal de, il y a pas mal de, les gens se remobilisent aussi. En gros, on leur dit, bon, de toute façon, c'est pas parce que vous gueulez que vous aurez gain de cause, etc. Par contre, ce qui est intéressant, alors pourquoi, en fait, on va le faire? Parce qu'il manquerait 3 élèves pour faire cette classe. Il y a à peu près 130 élèves scolarisés à la rentrée prochaine, et en gros, à peu près comme l'an dernier. En gros, le principe, c'est que le rectorat dit, bon, la capacité, c'est 132 élèves, donc 3 classes à 28 élèves et 2 classes à 24. Donc, si vous voulez garder une sixième classe, il leur faudrait 133 élèves. En gros, voilà, on voit le principe. Donc, effectivement, ils disent, voilà, on calcule ça avec des chiffres. Globalement, des classes à 28 élèves, c'est quand même, il faut quand même la tenir, etc. Surtout en primaire, où on peut être face à un certain nombre de difficultés. Certains peuvent avoir des difficultés, il faut peut-être gérer ça de manière plus fine. Alors, bien sûr, il y aura, les questions qui se posent, c'est les questions de classe à double niveau ou à triple niveau, ce qui est quand même un peu compliqué, un peu plus compliqué, etc. Bon, et puis après, il y a un autre problème tout bête, c'était la question des locaux qui n'étaient pas adaptés. C'est-à-dire qu'en fait, les classes sont pas extensibles. J'ai vu, je vois très bien l'école. C'est une construction en dur. Là, tu ne déplaces pas des cloisons mobiles. Hein. C'est une construction assez costaud, assez ancienne. Donc, ça va être un peu compliqué, peut-être, d'articuler la densité dans les classes si on suit le système. Voilà. Donc, du coup, alors pourquoi on évoque ça? Alors, indépendamment de la conclusion qu'ils avaient de dire c'est plus facile de fermer une classe que d'en ouvrir une. Pourquoi on soulève ça? Parce que c'est un problème global sur les zones rurales, celles où on ne peut pas se déplacer si facilement que ça. Et donc, la question, c'est que si on commence à supprimer la poste, les écoles, qu'on ne trouve plus de médecins, qu'il n'y a plus de dispensaires ou de choses comme ça, si on n'a plus d'épicerie, si, voilà, etc., qui va vouloir s'y installer? C'est-à-dire, comment tu fais venir un médecin s'il ne peut pas scolariser ses gosses sur place, tout bêtement? Comment tu fais venir une entreprise si il n'y a pas le minimum d'infrastructures qui permettent que ça fonctionne? C'est-à-dire, alors, peut-être du routier si on veut, ou de transport, s'il n'y a pas d'accessibilité suffisante. La question se pose en ces termes-là. Et toute la difficulté qu'on a au niveau de la ruralité, il faudra qu'on en parle un jour, ça va être de réorganiser un petit peu l'aménagement du territoire. C'est un mot de boomer, je suis désolé, mais c'est vrai, ça c'est vrai. voulait dire ce que ça voulait dire. On aménageait le territoire pour que les gens puissent y vivre correctement. Et donc, on ne faisait pas en fonction d'un tableur Excel qui permet de réduire des coûts. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire quand avant les gens allaient pouvoir faire enregistrer un acte sous seing privé, par exemple, quand ils habitaient à Bagnères de Luchon. J'en ai un exemple. Bagnères de Luchon. C'est un exemple que j'ai vécu, que j'ai vu. Quand ils habitent à Bagnères de Luchon, qu'il il n'y a pas de trésorerie, etc., il faut aller à Saint-Gaudens, qui est déjà pas tout près, parce que dans Fin-de-Vallée. À Saint-Gaudens, quand tu fermes l'enregistrement, ça t'oblige à aller à Toulouse.
Et après, quand il y avait 2 points d'enregistrement, j'ai vu le cas une fois, la personne qui arrive donc de Bagnères de Luchon, qui est passée à Saint-Gaudens, se dit non, c'est pas là, il faut aller à Toulouse, débarque à l'endroit, on dit bah non, ça vient de fermer il y a 3 mois et tout est regroupé à la cité administrative, il faut que vous alliez à la cité administrative. Le gars, il s'est tapé 80 à 90 bornes pour aller faire un truc qui aurait pu être pour faire une démarche, alors qu'il ne fait pas tous les jours, on est d'accord, mais qu'il aurait pu faire plus près en d'autres temps. Donc c'est effectivement une des questions qui va se poser d'une manière générale. Si on a des problèmes de gestion de proximité, d'absence de services de proximité, on multiplie les déplacements. C'est-à-dire que c'est bien beau. On peut très bien dire les services publics, ouais, alors on a moins de locaux, donc on consomme moins d'énergie, par exemple. Ça, c'est un grand classique. Nous consommons moins d'énergie puisqu'on a moins de locaux vu qu'on a moins d'agents et qu'on a regroupé. Très bien. OK, mais les gens, quand ils vont devoir se déplacer chez vous, ils vont consommer de l'énergie, ils vont consommer de l'essence. Ou, bon, au pire, ils font du vélo, paraît-il, mais à un moment donné, Pas sur 60 km. donc la question, ça va se poser d'avoir des choses suffisamment accessibles un peu partout sur le territoire. C'est aussi ça, c'est aussi simple que ça. Voilà, donc on aurait pu. Mais regarde, Fred a raison hein, dans son aménagement du territoire. Bon, on parle plutôt du désenclavement des villages. Remettre des lignes de train pour désenclaver les villages. Et tu fais Oui. marcher les locaux aller-retour sans arrêt. Ça fait de l'emploi. On n'est pas soumis à une plage horaire. Euh, Est-ce que c'est pas ça le mode de transport qu'on va devoir développer au niveau national pour que les gens puissent se déplacer à moindre coût et surtout en polluant le moins? Bon, évidemment, Bah, si la ligne est électrifiée, c'est pas mal. c'est une électrifiée, c'est pas mal. Mais Bon, effectivement, évidemment, c'est pas de couper la voiture à toutes les personnes. Le plombier là, qui doit se balader avec son matos, il va pas prendre le train. Lui, c'est compréhensible qu'il garde sa petite camionnette parce que c'est un petit travail. Mais moi, quand j'étais lycéen, je faisais 40 km de train dans mon Gers natal pour aller à Auch. Il y avait plein de travailleurs dans le train qui faisaient pareil. Et c'est pas forcément une mauvaise idée parce que ça vous revient moins cher. Après, oui, ouais. pourquoi on n'a plus de commerce, pourquoi on n'a plus de service public? Ça, c'est des choix parce que la rentabilité est passée devant. C'est ça la réalité. C'est parce que la rentabilité est passée devant, que ce soit le service public ou les commerces. Pour donner un exemple, puisqu'on parle d'Aurillac-sur-Gambinel, il y avait un train qui passait avant. C'est dans ce coin-là. Et qui allait jusqu'à Revel, où il n'y a plus de train, où c'est transformé en centre de loisirs pour les jeunes. Ils ont récupéré la gare. Donc, et le centre de loisirs passe côté des voies ferrées. Donc, du coup, le maillage territorial, notamment ferroviaire, a réduit d'une manière phénoménale. Et c'est vrai qu'il y avait un graphique qui avait été sorti, un visuel qui avait été sorti sur l'évolution du réseau. C'est quand même un peu hallucinant. Après, se posent d'autres questions. J'ai dû aller à Paris récemment. Je suis allé en train, évidemment. Bon, j'ai eu 1h40 de retard à l'aller et 1h40 de retard au retour. Pourquoi aussi? Parce qu'en termes de service public, on a la maintenance ne suit pas. Donc, par exemple, pour repartir de Montparnasse, et ben, en fait, le train, ils n'arrivaient pas à le sortir de maintenance. Parce qu'ils n'avaient pas assez de monde pour faire le truc. Pardon Eric, j'ai fait une bêtise avec le son. Tu peux te reconnecter? Alors, Pardon. Hein. Faut que j'arrête de toucher au son. My bad. ouais, c'est bon? Ouais. Voilà, c'est mieux. Ouais, je sais pas où j'en étais resté. Du coup, avant Euh... les déplacements, le train. Oui. Oui, voilà. Oui. Bah, non, Oui, non, t'étais sur les retards. Pourquoi les les retards? retards, D'où viennent-ils ces retards, Eric? Explique-nous. explication. À l'aller, on prend le train. Et donc, du coup, je sais plus, on nous dit bon, alors notre train est arrêté pour une durée indéterminée parce que il y a le train qui précède est arrêté en gare de Souillac.
Et du coup, en fait, c'est un problème de bagages abandonnés. Donc la gendarmerie était sur place, etc. La gendarmerie a dit, ça a l'air suspect, on va faire venir les démineurs. Pour faire venir les démineurs, il faut qu'ils arrivent de Bordeaux. Je C'est crois, loin. mais je suis même pas sûr pour Toulouse. Donc avec un peu de chance, les gens, les démineurs arrivent, ils prennent l'hélicoptère, ils se posent dans un champ, donc il faut qu'il y ait un champ à côté, et ils viennent faire leur taf. Donc là, déjà, c'est la solution qu'ils ont pu prendre. Donc du coup, là, on a limité les dégâts à 1h40. Au retour, c'est tout simplement que le train, il nous arrivait pas de sortir de la maintenance. Ce qui roule pas. Parce qu'il roulait pas, parce qu'il y avait des trucs qu'ils n'avaient pas pu régler, etc. Pourquoi? Parce qu'en fait, on travaille beaucoup à flux tendu. Il n'y a jamais de pièces. Alors, c'est une grande mode, hein. On fait du zéro stock, on fait du, etc. Tout est à zéro parce que ça coûte moins cher. Sauf qu'à un moment donné, ça finit par être la conséquence. Et ben, c'est que du coup, quand il y a un truc qui va plus, ben, on se prend des délais phénoménaux Mais en réalité, on a les mêmes problèmes avec la voiture. Il y a un camion, un poids lourd qui se renverse sur la C'est fini. nationale. La nationale, elle est bloquée. Et en fait, c'est surtout des problèmes de gestion de logistique derrière aussi, hein. Oui, non, il y a des problèmes de gestion logistique et puis il y a eu vraiment un problème de compression des coûts. Donc chacun en son coin se dit on va compresser les coûts parce que je suis le roi du tableur Excel. Et puis derrière, eh ben, effectivement, il y a des conclusions, il y a des conséquences énormes qui vont coûter alors qu'ils ne coûtent pas forcément à la boîte en question. Encore que en l'occurrence, là, par exemple, la SNCF, eh ben, il a fallu qu'ils indemnisent voilà, hein, tout le passager. Mais le sujet, c'est que derrière, puis après, c'est un gros travail d'organisation pour les gens qui sont en retard, pour leur retrouver les correspondances. Éventuellement, quand il n'y a plus de correspondance, on leur paye le taxi. Enfin voilà, pour faire des économies, on sort du pognon souvent d'autre côté. Donc ça, c'est un vrai sujet. Alors, c'est le cas pour la SNCF, mais c'est le cas pour plein d'autres choses. Et donc la question, ça serait peut-être d'avoir aussi, au lieu de comprimer tout et d'avoir des choses qui fonctionnent de manière approximative, eh ben, ça serait peut-être justement de réorganiser du, l'ensemble du territoire, de réorganiser l'ensemble du fonctionnement, de revoir les paradigmes, en l'occurrence. Et il y a Pas des choses boucle pour le qui vont dans le confort, bon du sens. confort, hein, mais oui, Tu vois l'expression. des aménagements de territoire, on va reprendre un peu par chez nous, parce que c'est par chez nous, mais de Toulouse jusqu'à la côte atlantique, il y avait ce qu'on appelle le passage grand gabarit de l'A380, quand on construisait encore des A380. Bon. Cette piste-là a été ouverte à la circulation pour les vélos. C'est-à-dire qu'on peut aller de la Pampa au Garonnaise jusqu'à Toulouse en vélo de manière très simple et sécurisée. Et c'est cette piste que j'utilise, moi, pour aller sur Toulouse. Et ça marche très bien. Bon, j'aurais préféré une ligne de train qui existait à cet endroit Ouais, précis. Mais bon, plus confort. c'est déjà ça. Mais il y a des projets comme ça en tout cas à Toulouse, le retour de l'étoile, c'est de faire une sorte de RER toulousain pour permettre de desservir toute la banlieue et surtout de ne plus avoir besoin de dépendre de la Oui, voiture. Ce qui vous permettrait en 15 minutes d'aller d'un point A à un point B très rapidement, sans passer par les bouchons, sans passer par la ZFE, sans passer par le centre-ville, sans passer par le périph. oui, oui, oui. Mais oui, mais c'est du travail. Il y aura le sujet il y a le sujet des ZFE aussi qui intervient. Mais Mm. globalement, non, effectivement, il y a un problème. Toulouse est passée troisième ville de France, paraît-il. Ça ne va pas sans augmentation des bouchons. C'est-à-dire, quand je suis arrivé d'Île-de-France, je trouvais que c'était cool, le périph'. Je suis pas sûr je suis pas sûr que la comparaison maintenant, alors je pense que le cas de figure à Paris maintenant, je sais rien, mais je suis pas sûr que ça se soit allé dans le sens d'une amélioration et je suis pas sûr que ça soit si cool. Donc c'est pour ça qu'aussi à une époque, bah, c'était mieux de prendre le vélo parce que j'étais sûr d'y être en trois quarts d'heure au boulot et alors que trois quarts d'heure en cas de bouchon, c'était pareil pour moi. Voilà, c'était bon. Après ça demande de s'équiper. Non, mais,
Voilà, c'est un petit peu, c'est le sujet qu'on voulait évoquer un petit peu, celui de l'aménagement du territoire, et de la question de l'articulation des services publics et de l'articulation aussi d'un schéma d'adaptation pour entrer dans des choses un peu plus logiques. C'est sûr que c'est bien de prendre des calmants parce qu'on est un peu anxieux, mais à un moment donné, si on en prend trop, on finit par en crever. Et quelque part, on s'est dopé à des types de dépenses, des types de fonctionnement, des types d'aménagements qui se sont structurés d'eux-mêmes. Mais on risque aussi d'en crever, d'une certaine façon. En tout cas, on risque d'être confronté à des effets secondaires très violents. La question se pose là. Voilà, voilà. Ça crée l'ambiance, hein. Quand on parle d'aménagement du territoire, est-ce qu'on veut faire de la société pour l'améliorer? C'est toujours de grands débats qui Oui, se c'est normal. lancent. Oui, mais si, mais ça. Mais ça, c'est un travail en fait qui se fait de manière générale dans les partis politiques ou dans les syndicats aussi, hein, parce qu'on parle rarement de l'aménagement du travail dans les syndicats. J'ai vu tout à l'heure, on parlait enfin dans le chat, ça parlait des navettes qu'utilisait Airbus Ouais. pour transporter ses salariés, qui marchent très bien. Et la plupart des salariés d'Airbus, bon, c'est surtout des citadins, viennent à vélo ou via les navettes ou via le métro ou Ouais, via c'est le des train. grands Et ça banlieusards marche aussi. bien. Ouais, C'est aussi des grands banlieusards. ouais, mais ils sont en banlieue, donc en fait, ça peut être centralisé aussi. Et là, quelqu'un parlait des transports scolaires. Ça, c'est le département qui s'en occupe. Ouais. Moi, quand j'étais au lycée, le transport scolaire, c'était le train. Et c'était payé par le département. Et c'était très bien. Ouais. Alors, le transport scolaire, C'est comme ça ils ont un qu'on souci. Là, je pense que d'ailleurs, ce serait bien que notre ami Myriam puisse venir nous en parler un jour. Ils ont un problème de recrutement de chauffeurs. Parce que c'est pareil, c'est des horaires un peu contraints par la force des choses. Ça commence très tôt, il y a des plages de creux, bon, voilà. Et donc, du coup, c'est pas forcément des emplois tout à fait à temps plein. Et du coup, c'est peut-être aussi moins attractif. Mais il faudra qu'on en reparle plus sérieusement et avec des gens du secteur. Et si jamais ce sujet vous intéresse, regardez ce que produit le Shift Project et Jean-Marc Jancovici. Ouais. C'est très souvent très intéressant. Il crée des pistes, d'ailleurs. Pas forcément. Des pistes qui sont des Voilà. fois technologiques, hein, tout bêtement, mais il pose des problèmes. Et là, il pose pas des problèmes en termes idéologiques. Hein, c'est pas, je veux dire, ils sont un peu honnis. Je suis pas sûr qu'ils soient très en odeur de sainteté chez ELV, par exemple. Euh, bon, notamment pour la position sur le nucléaire, mais globalement, tous les sujets, ils essaient d'aborder tous les aspects. Ils essaient d'aborder tous les aspects, toutes les choix possibles, avec les avantages et les inconvénients. Donc, il y a une littérature très abondante, et du coup, moi, je me rappelle avoir lu celui sur l'adaptation énergétique des administrations publiques, par exemple, parce qu'il m'intéressait au premier chef. Mais il y a d'autres sujets qui traitent des questions de l'agriculture, des questions de... Et ça serait peut-être bien qu'on puisse faire venir quelqu'un aussi un jour du Shift Project. Je pense par exemple à Cyrus Farangi, par exemple, qui est un garçon très intéressant. Il faudra qu'on l'invite un Mathieu, jour, Jean-Marc. Mathieu Ozano aussi, qui est très spécialisé sur la question énergétique aussi. Donc il y a des gens très intéressants au Shift Project qu'il ne faut pas peut-être faire venir. Alors, peut-être pas Janco parce qu'il ne peut pas être partout, mais Oui. par exemple, je pense à Cyrus Farangi, notamment. Bah écoute, on garde ça et on essaiera de l'inviter. Voilà. Bon. Mais il est quasiment midi. Ben donc on a commencé à l'heure, on veut finir à l'heure. Non? Comme Voilà. quoi, Et la prochaine fois, on met la cravate. il faut faire confiance aux Toulousains. Hein. Il n'y a pas de quart d'heure toulousain chez nous. En tout cas, pas quand on travaille. Mais on continuera sur ces horaires-là. Voilà. Bien. Bon, ben merci tout le monde. Ce fut fort intéressant. On a pas mal dévié. Ouais, mais c'est bien. Mais ça reste quand même des sujets très intéressants de pouvoir discuter aussi avec le chat. Parce que les avis sont toujours très différents Oui, aussi. ça sera intéressant aussi. Je vois des choses qui sont passées. Ça sera aussi intéressant un jour de parler du fret ferroviaire.
Ouais. Donc, J'aimerais bien inviter. signaler l'acte de décès. Intervenir peut-être un syndicaliste du rail, par exemple. Mais je crois qu'on peut en avoir en plus. Ah, Je vais te mais trouver ça. oui, je crois qu'on peut en avoir, effectivement. Voilà. Merci Eric Merci à et tous. merci au chat. N'hésitez pas, toujours si vous avez découvert l'émission et que ça vous a plu, appuyez sur, cliquez sur liker, partager, enfin voilà, commenter. N'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes déjà 70 000, mais ça pourrait être un peu plus, donc ça peut encore monter. Et on va monter. Ça va monter et globalement, même des fois en live, hier on avait, je sais plus combien de participants. C'était pas beaucoup moins que sur une chaîne de grande info, une chaîne d'info continue. Alors là, actuellement, sur les plateformes YouTube, Facebook et X, nous sommes à 663 spectateurs simultanés et je n'ai pas les stats de TikTok. Mais voilà. Oui, et TikTok, je sais que TikTok, ça, on a des fois un très très bon flux aussi. Allez, ben merci tout le monde. On se retrouve, je crois, demain. Je crois que ce sera Demain, Georges qui ou si c'est présentera. jeudi, Voilà. là, il faut qu'on vérifie, il faut qu'on voit ça avec Georges. Est-ce qu'on fait une émission spéciale demain? Ce sera la réponse demain matin à 9h45. Normalement, on en donnera l'information. C'est pour ça que c'est bien d'être abonné, d'appuyer sur la petite cloche. Tout était prévu, Voilà. en fait. Tout était prévu.